Récemment, on a eu l'occasion de commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène. Ça a permis de ramener sur le devant de la scène pas mal de choses qui ont été faites par lui ou sous son impulsion pendant son règne. Et notamment, la chose la plus intéressante que je trouve qu'on ait encore de nos jours sous nos yeux, qui nous provient de Napoléon, son code civil. Même si ce n'est pas le premier code qui a existé en France, avant ça par exemple il y a eu le code noir en 1685, et même si ce n'est pas non plus le seul qu'on a eu de Napoléon, ça reste le symbole de la codification française, en ce qu'il a permis de lancer tout ce processus justement de codification et tout le rayonnement qu'il a eu, que ce soit en France ou à l'international. Le code civil aujourd'hui, c'est un symbole. Donc cette vidéo va s'intéresser au code civil, mais avant ça on a besoin d'un peu de contexte. On a besoin de savoir justement dans quel contexte historique et politique ce code civil s'est manifesté. Le code civil il a été adopté en 1804 et historiquement on sait très bien ce qui se passe un peu avant, c'est en 1789 la Révolution française. La Révolution française elle est guidée par l'esprit des Lumières, notamment incarné en France par Montesquieu et Rousseau. L'idée dans la Révolution, c'est celle d'un peuple souverain duquel émane la loi qui va régler le peuple, qui va régler les institutions, bref la loi telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle émane du peuple qui est souverain. Ce peuple, il va difficilement pouvoir instaurer la loi par lui-même parce qu'il est très plural. Le peuple, vous savez, c'est l'ensemble des citoyens en fait. C'est une sorte d'entité qu'on peut difficilement imaginer, mais il a besoin de se réguler, il a besoin de se donner des normes, il a besoin de se gouverner. Et pour ce faire, il va, à partir de la Révolution, élire des représentants qui sera l'organe législatif, l'organe qui sera ici l'Assemblée nationale au début de la Révolution, puis ensuite la Convention, il prendra différents noms, qui va légiférer, et en légiférant, il va adopter des lois, ces lois qui seront l'expression de la volonté générale, et qui feront que la loi deviendra souveraine, la loi deviendra toute puissante. On est dans un système qu'on appelle légicentriste, où la loi est au centre de tout. Légi pour la loi, centriste pour le centre, la loi au centre de tout. Ça d'ailleurs, on le retrouve dans la DDHC, qui à partir de l'article 5 jusqu'à l'article 11, mentionne la loi dans tous ses articles. La DDHC, concrètement à l'époque, ça n'avait pas valeur de norme, c'est-à-dire que ce n'était pas directement applicable par les citoyens, par les organes judiciaires, etc., etc., mais ça avait une très grande valeur symbolique. Et le fait que la DDHC mentionne à ce point la loi, nous montre son importance déjà dans le système de l'époque. Le problème, c'est que le champ des lois est très vaste, très compliqué, illisible, c'est très fouillis. Et pour le citoyen qui est censé être égaux avec les autres citoyens, tous les citoyens sont égaux, c'est un des principes émis par les DDHC, c'est quand même très compliqué de s'y retrouver, et donc de concrètement exercer sa citoyenneté de manière égale avec les autres, étant donné qu'il aura du mal à aller chercher la loi, à aller se renseigner sur les règles qui régissent sa vie et qui régissent la vie de la société. Vous savez, il y a une maxime qui dit, vous l'avez déjà tous entendu, nul n'est censé ignorer la loi. Alors, cette maxime, elle est tout à fait valide, hein, c'est complètement vrai. Hein. Tous ceux qui vous ont dit que c'était pas possible, etc., oui, c'est pas possible, mais vous êtes quand même censé connaître la loi, même si voilà, ça sera pas possible. Vous pourrez jamais invoquer devant un tribunal le fait que vous connaissiez pas telle loi pour vous dédouaner d'une situation. Par exemple, vous avez volé, bon, c'est l'exemple le plus classique, mais vous avez volé quelqu'un, on va vous emmener dans le tribunal, voilà, vous avez volé, monsieur, non, je n'ai pas volé, en tout cas, j'ai peut-être volé, mais je ne connaissais pas cette règle, j'étais pas au courant. Bon bah acquitté. Non, ça fonctionne pas comme ça bien sûr, parce que sinon ça serait trop simple. Voilà, je vous ai mis un petit encart normalement pour vous expliquer la fiction juridique que représente cette maxime. Bref, on va fermer cette parenthèse, mais en gros, c'est pour vous dire que connaître les lois, c'est quelque chose d'indispensable pour les citoyens. Et si c'est trop fouillis, comme je vous l'ai dit, c'est impossible. Les citoyens pourront pas correctement connaître les règles qui s'appliquent à eux. Alors la solution, elle est très simple, c'est faire des codes. Parce que un code regroupe toutes les lois ou en principe toutes les règles qui s'appliquent dans un champ donné du droit. Donc le champ civil du droit, on va retrouver à l'époque bien sûr, parce qu'aujourd'hui ça c'est un peu compliqué, tout s'est un peu subdivisé, il y a plein de sous-matières, déjà des sous-matières en droit c'est un peu compliqué, mais concrètement pour faire simple, dans le champ civil on retrouve toutes les règles du champ civil dans ce code. Donc le droit des personnes, les régimes matrimoniaux, le droit des contrats, tout ce qui est lié à l'état civil, etc. etc. C'est organisé en livres d'ailleurs à l'intérieur du code. Et ça simplifie la compréhension du droit par les citoyens, ça simplifie l'appréhension du droit, l'intelligibilité du droit par les citoyens. Mais aussi,
Codifier le droit, c'est enraciner la République. Du moins dans les idées révolutionnaires, dans les idées de certains révolutionnaires, ça permettait d'enraciner la République. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vais vous lire une citation de Rousseau qui permet d'un peu mieux comprendre en quoi avoir des lois qui émanent du peuple, c'est important pour une république, et d'autant plus important, ça c'est pas vraiment ce que dit la citation, c'est ce que j'en retire un peu, d'autant plus avoir des lois compréhensibles pour le peuple, c'est encore mieux pour enraciner une république. Donc voilà ce qu'il disait. J'appelle donc république tout État régi par des lois, sous quelque forme d'administration que ce puisse être, car alors seulement l'intérêt public gouverne et la chose publique est quelque chose. Donc voilà, la loi, oui, pour organiser la République, pour l'enraciner, mais une loi claire, intelligible, d'autant plus important pour que la République, mais même d'autres formes d'organisation, puissent s'ancrer durablement. Et on sait bien que les révolutionnaires, leur esprit, leur objectif, c'était d'enraciner, c'était d'imposer cette République. Alors déjà chez les révolutionnaires, on trouve des idées, cette volonté de codification de la loi. Et notamment, on la retrouve chez Cambacérès, qui à 3 reprises va essayer, en tout cas va mettre des projets de codification, des projets de code civil, qui verront jamais le jour, qui aboutiront jamais. Mais en tout cas, on comprend que les révolutionnaires déjà, en tout cas pour certains, avaient compris cette importance de simplifier l'accès au droit, de le rendre plus intelligible. Bon, finalement, c'est sous l'impulsion de Napoléon que ça aboutira, comme je vous l'avais dit, en 1804. Et le travail conjoint de 4 juristes, dont le plus connu, Portalis, ainsi que de Maleville par exemple. L'adoption du Code civil, elle entame un processus très intéressant, très important en France. C'est un processus de codification de la loi de manière générale. Donc comme je vous l'ai dit, on a codifié en civil, donc on a mis un Code civil, mais on a aussi codifié d'autres matières du droit. C'est pour ça que ça a abouti au code pénal, au code de commerce, au code d'instruction criminelle, déjà sous Napoléon. Et aujourd'hui, ce processus, par exemple, qui a été accéléré, il me semble, dans les années 90, ça aboutit à ce qu'on ait 75 codes actuellement. Donc le code civil, il a eu une influence, et il a influencé, il a été influencé, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Une des choses les plus intéressantes à remarquer sur le code civil, bien qu'elle puisse paraître très banale, parce qu'on est toujours habitué à ça, ça n'a pas changé depuis 1804 et c'est normal, c'est le fait que le code civil soit rédigé exclusivement en français en 1804. Alors ça peut paraître banal, mais c'est quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est important pour la cohésion nationale d'avoir une langue commune, d'avoir un peuple, une langue. Et ce que certains députés, ce que certains juristes, certains individus révolutionnaires avaient très bien compris. On a par exemple un discours de l'abbé Grégoire en 1794 qui, devant la Convention, va militer pour l'adoption d'une langue, en tout cas le fait que sur le territoire français, on parle exclusivement le français. Attention, pas qu'on parle français partout et aussi qu'on parle les autres patois, mais bien plus qu'on ne parle que le français, qu'il appelle pour lui, qui est pour lui la langue de la liberté. Donc je vais vous lire une citation de ce discours qu'il a prononcé devant la Convention. Mais au moins on peut uniformiser le langage d'une grande nation de manière que tous les citoyens qui la composent puissent sans obstacle se communiquer leurs pensées. Cette entreprise, qui ne fut pleinement exécutée chez aucun peuple, est digne du peuple français, qui centralise toutes les branches de l'organisation sociale, et qui doit être jaloux de consacrer au plus tôt, dans une république une et indivisible, l'usage unique et invariable de la langue de la liberté. Donc la langue de la liberté ici, c'est bien le français. Donc le français serait la langue de la République, la langue du peuple français. Ça peut paraître très logique, mais il faut se rappeler qu'à cette époque-là, on parlait plein de langues dans plein d'endroits différents de la France. On parlait breton en Bretagne, bon, ça peut paraître logique. On parlait l'occitan dans la région languedocienne, un peu vers Toulouse, etc., donc dans le Midi. On parlait pas vraiment un français partout, hein. Même si les édits royaux, à partir de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, dont on reparlera un petit peu après, seront tous écrits en français parce qu'on instille cette langue comme la langue officielle du royaume. C'est pas du tout la langue que tout le monde parle, pas du tout la langue avec laquelle tout le monde naît, et il y a beaucoup de Français qui vivaient sur le territoire français, qui faisaient partie du peuple français, qui parlaient pas français. Et c'était important d'uniformiser tout ça selon ce député, et ça a eu un impact dans la codification de ce code civil, dans sa rédaction. Le fait qu'il soit écrit en français, c'est pour justement unifier ce peuple, unifier cette nation française sous la même loi unique, souveraine, dont on parlait plus tôt selon l'idée rousseauiste.
Bon, c'est pas un secret, la Révolution, elle a essayé de prendre ses distances, en tout cas la période révolutionnaire a fait que la France a pris ses distances avec le christianisme. Bon, c'est un peu en dents de scie, parce qu'avec la Restauration, avec les concessions que Napoléon a fait pendant l'Empire, c'est un peu revenu, c'est un peu reparti, et concrètement, c'est qu'en 1900, début 1900, en 1905, je sais plus exactement, avec la loi de séparation de l'Église et de l'État, qu'on aura une vraie séparation, mais concrètement, la Révolution essaye vraiment de prendre des distances avec le christianisme. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de choses très importantes qui étaient gérées par les ecclésiastiques ou gérées par l'Église, sur laquelle l'État a dû reprendre la main, Donc on avait notamment le mariage et l'état civil. Avant, on se mariait devant Dieu, ce qui peut toujours être le cas d'ailleurs, on pouvait toujours marier devant Dieu, mais on ne se mariait pas devant l'État. Maintenant, c'était à partir de là une obligation d'abord de se marier devant l'État, et ensuite, si on le voulait, de se marier devant Dieu. Le mariage est devenu civil, c'est laïcisé. C'est une des choses que le Code consacre. Il définissait, il donnait le cadre des règles du mariage civil. Pareil pour l'état civil, bon là le mot est le même, mais il ne veut pas dire exactement la même chose. Mais en gros, l'état civil, c'était fait par les ecclésiastiques, depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui organisait un peu tout ça. Et donc concrètement, c'était eux qui tenaient le registre des naissances. Donc voilà, dans l'état civil, on vous donne les prénoms, le nom, le sexe, la date et le lieu de naissance, etc., etc. Et ça permet, l'état civil, de faire une photographie à l'instant d'une population, donc la population française, si on a tous les registres, pour savoir combien il y a d'habitants, etc., etc., par exemple. Donc à partir de là, c'est plus géré par les églises, par les ecclésiastiques, mais c'est géré par l'État, que ce soit le mariage ou l'état civil. Et le code civil, à cette époque-là, c'est lui qui entérine tout ça. Donc oui, le code civil, pour nous, c'est un symbole en France, c'est connu, tout le monde connaît le code civil, tout le monde en a déjà entendu parler, même ceux qui n'ont jamais fait de droit, et d'ailleurs, tous les étudiants en droit, tous les futurs étudiants en droit ont tous déjà eu cette remarque, est-ce que tu vas apprendre le code civil en première année ? Non. On n'apprend pas le code civil par cœur. Hein. Regardez le truc, c'est à peu près 2400 articles, c'est écrit en police 3, il y a des tonnes de jurisprudence, en soi c'est pas rempli que d'articles, c'est rempli de plein d'autres choses. Non, on n'apprend pas le code par cœur, bien sûr que non. Hein. La seule chose qu'on apprend par cœur à la limite, c'est même pas qu'on l'apprend, c'est qu'on nous l'a tellement rabâché que c'est resté, c'est l'article 1240, voilà, sur la responsabilité extra-contractuelle. Mais c'est tout, on l'apprend pas par cœur. Vous inquiétez pas, les futurs étudiants en droit ou ceux qui sont tentés, foncez, allez-y. Vous allez adorer. Bref, pour en revenir au code, il a eu une grande importance, il a eu un rayonnement international. Déjà, pourquoi ? Très simplement, sous l'Empire français, à son apogée sous Napoléon Ier, il regroupait des pays comme l'Espagne, l'Italie, la Hollande, à peu près le territoire de l'Allemagne actuelle. Bref, c'était très vaste, et forcément, le code, on l'a fait appliquer sur tous les territoires de l'Empire. Alors même si l'Empire après il s'est effondré, que Napoléon a abdiqué, le code a gardé une grande influence, vous voyez, sauf par exemple en Allemagne. En Allemagne où ils sont restés pendant longtemps très réfractaires à l'idée de code. Bon, l'Allemagne en tant que telle n'existe pas à ce moment-là, mais c'est le territoire allemand, c'est le peuple allemand qui se considère peuple allemand, enfin bref, c'est comme ça qu'on va le considérer plus tard. Bref, les Allemands sont très réticents à l'idée d'un code civil. C'est qu'en 1896, vous voyez bien, c'est quand même presque 100 ans après, 90 ans après à peu près, qu'on décide enfin en Allemagne d'adopter un code civil. Mais même si on met autant de temps à accepter l'idée d'un code civil, on finira par l'accepter. Ça, en Allemagne, comme dans tous les autres pays d'Europe et comme à peu près tous les pays du monde. Sauf dans les pays qu'on appelle de common law. Donc par exemple les États-Unis ou le Royaume-Uni, qui fonctionnent sur le système du précédent. Donc il me semble que quand même des codes existent dans ces pays-là, on codifie la loi parce que la loi existe quand même, mais la loi a une place beaucoup moins importante. En fait les règles sont créées par les décisions de justice. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est des pays pour qui les lois et les codes sont quand même moins importants. Donc maintenant on va rentrer dans le gros morceau de cette vidéo, c'est le fait que le code civil soit le reflet de notre société. C'est le fait qu'en regardant le code civil, on peut savoir à quel moment de la société française on se trouve. Vous voyez, on ne retrouvera pas du tout les mêmes dispositions en 1804 qu'on en retrouve aujourd'hui en 2021. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer ce propos. Par exemple, à l'adoption du code civil, on avait des règles que certains, enfin beaucoup en fait aujourd'hui, trouvent aberrantes. Je ne suis pas là pour les commenter, je suis juste là pour vous donner, pour vous dire quelles règles existaient. De toute façon, on va faire une approche très juridique entre guillemets. Je ne suis pas là pour donner mon opinion. Et donc, à l'époque, en 1804, le père avait autorité donc totale sur la famille et sur son épouse. Donc le mari sur son épouse et le père sur ses enfants. On est dans une société beaucoup moins égalitaire entre les hommes et les femmes, donc
Je sais pas, peut-être que ça peut se comprendre pour l'époque, je suis pas sociologue, je suis pas historien, donc je saurais pas vous dire très honnêtement. Mais en tout cas aujourd'hui c'est le genre de règle qu'on retrouve plus du tout dans le code civil, ça n'existe plus. Aujourd'hui, l'autorité parentale qui est exercée sur l'enfant, qui était totale par le père avant, qui avait un peu tous les droits, donc ça c'était un peu hérité du droit romain, donc le père qui a autorité presque totale sur ses enfants, et encore qui a été atténué finalement avec le code civil parce que c'était encore pire avant, mais le code civil a finalement atténué ce caractère d'autorité totale. Maintenant c'est une autorité parentale régulée aujourd'hui et qui s'exerce conjointement par les deux parents. On retrouve beaucoup plus cette idée d'égalité entre les deux parents, et le statut de supériorité du père a complètement disparu. Mais pour moi l'évolution la plus intéressante, c'est celle qui est liée au concubinage. C'est comment le code s'est adapté à la société vis-à-vis du concubinage. Le concubinage, c'est ce qu'on appelle en droit une union de fait, c'est-à-dire qu'il n'a aucune source juridique, c'est-à-dire c'est pas un contrat, ça n'a rien à voir avec le droit, ça se fait naturellement tout seul par des personnes. Et qu'est-ce que c'est le concubinage? Pour faire simple, c'est quand un couple de personnes de même sexe ou de sexe opposé décide de vivre une vie de couple ensemble, sans se marier, sans se pacser. Napoléon, à l'égard des concubins, il avait des mots simples. Les concubins se désintéressent de la loi se désintéresse d'eux. Ça veut dire quelque chose de simple. En gros, se passer de la loi, ça veut dire ne pas se marier. En gros, comme je vous ai dit, on se marie maintenant, à partir de là, on se marie devant la loi, devant l'État. Et le fait de se passer de la loi, c'est de ne pas se marier. Et le mariage, qu'est-ce que ça implique? Ça implique des droits, oui, liés à l'héritage, etc. Bon, pas mal de choses. Mais aussi, ça implique des obligations. Et le fait de rester en concubinage, ça implique de n'avoir ni l'un ni l'autre. Parce qu'en fait, on ne se marie pas, tout simplement. Donc le code se désintéresse complètement du concubinage, il n'en fait pas mention, il ne le définit pas, il ne donne pas de cadre légal à tout ça. Les concubins, s'ils sont concubins, il n'y a aucun effet juridique lié à tout ça. Et c'est là où on voit que le code sait s'adapter à la société, ou en tout cas a su s'adapter à la société, parce que désormais, les unions en concubinage sont de plus en plus courantes, on en connaît de plus en plus, et le mariage, on le connaît de moins en moins. De moins en moins parce qu'en par exemple en 2018, seulement 42,5% des personnes âgées de plus de 15 ans étaient mariées. En 2009, il me semble qu'on était à 48%, donc on perd des points d'année en année. Ça a tendance apparemment à s'accélérer les années qui suivent celle-ci. Mais en 1804, on peut parier qu'il y avait beaucoup plus de personnes mariées qu'aujourd'hui. J'ai pas trouvé des chiffres exacts pour 1804, même si on commençait à prendre des registres d'état civil, etc. C'est quand même compliqué de trouver des sources, et l'INSEE n'en parle pas. Mais dans une société aussi catholique que la société de l'Ancien Régime, ou juste post-Ancien Régime, c'est-à-dire la société révolutionnaire, on est prêt à parier que les unions qui existaient, elles étaient toutes faites par un mariage. Tout le monde était marié à partir du moment où ils étaient en couple. Presque tout le monde. C'est pour ça que le concubinage s'y intéresse pas. Étant donné que le concubinage, c'est quelque chose qui a augmenté, c'est une tendance qui a augmenté dans la société, le code a dû finir par s'y intéresser parce que de toute façon, la société a évolué en ce sens. C'est dans ce sens-là que le code a suivi la société. Même s'il a pu influencer la société, comme on l'a vu, il s'est fait influencer par la société. Alors désormais, le code, dans son article 518-8, définit le concubinage. Le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune, présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple. C'est intéressant que le code donne un cadre à ce concubinage, parce que le fait de définir et de donner un cadre, ça va permettre d'accorder des droits et des obligations aux justiciables. Donc les justiciables, c'est les citoyens qui voudraient se prévaloir d'une situation de concubinage. Pour faire simple, en principe, le code ne se consacrait pas du tout au concubinage, ne le mentionnait pas. Alors il n'y avait aucun droit, aucune obligation qui sortait d'une union d'un couple qui n'était pas marié, qui n'était pas pacsé. Le code, en consacrant le concubinage dans cet article 518-8, il vient donc définir, donner un cadre et expliquer le concubinage. Qu'est-ce que c'est? C'est une union caractérisée par la stabilité et la continuité. La société évolue, le code évolue, il ne peut pas rester muet face au changement de la société. Mais qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le code, d'année en année, de décennie en décennie, de réforme en réforme, il grossisse, il contienne de plus en plus de règles, de plus en plus de normes,
et ça rend le tout pour certains juristes assez indigeste. On a beaucoup actuellement de juristes dans la doctrine, etc., qui font des articles qui aimeraient une réforme totale du code et ils aimeraient un nouveau code à l'image de ce qui s'est passé en 1994 avec le code pénal. Vous savez, on a eu un code pénal napoléonien en 1810 et en 1994 on a eu un nouveau code. Et ils aimeraient la même chose avec le code civil. Bon, c'est très peu probable que ça arrive parce que c'est quelque chose de très long, c'est une réforme de très longue à faire. Les gouvernements sont au pouvoir que pour 5 ans actuellement et ça n'existerait probablement pas, ça arriverait probablement pas qu'on fasse une réforme aussi importante et donc pour l'instant on peut rêver, ça risque pas d'arriver. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire simple, de ne pas rentrer trop dans les détails, mais de rester quand même assez factuel, de rester assez précis, de ne pas trop vulgariser, même si j'aime pas trop le terme. J'ai quand même essayé de vous faire quelque chose de carré. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.